Royce City est une petite ville à 50 km à l'est de Dallas. La vie sociale s'y résume au match de foot du vendredi soir et à l'église le dimanche. Dans ce genre d'endroit, on se marie jeune et on fait vite des enfants. Mais ces familles peuvent éclater. Et parfois, une nouvelle personne fait son entrée dans leur vie. Une personne prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. On est le 9 septembre 2016 et il est 22h45 quand le bureau du shérif du comté de Hunt reçoit un appel d'une femme qui semble dans tous ses états. Police secours, j'écoute. On entend bien que cette femme n'est pas dans son état normal. Elle respire bruyamment. Calmez-vous. Où êtes-vous? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Allô? Madame, vous me recevez? L'appel a été bref. Il a vite été coupé. L'appel vient de la route du comté 2595. Elle est très essoufflée. On dirait qu'elle court. Peu après, un automobiliste signale une femme sur la route qui fait des signes et demande de l'aide. Et les policiers de Royce City se rendent sur les lieux. Cette route est dédiée au transport agricole. Elle est plutôt faite pour les tracteurs. Personne n'y roule. Elle n'est même pas goudronnée. C'est un chemin boueux. 38, on est avec la femme. 35 et 25. 97. L'agent s'arrête pour lui parler et détermine qu'il s'agit de la femme qui vient de téléphoner à la police. Qu'est-ce qui vous arrive? Mon mari était parti chercher de l'aide. Ma Jeep est embourbée à l'angle. On lui a tiré dessus, à la tête. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle a du sang sur elle et hurle que son mari s'est fait tirer dessus. Il l'emmène dans la voiture de patrouille, puis s'engage à pied le long de la route pour chercher son mari. Alors qu'ils marchent le long de la route 2595, ils aperçoivent un 4x4. Le véhicule tourne, la portière conducteur est ouverte, il n'y a personne. Ils continuent de marcher. Ils aperçoivent des phares au loin. Ils s'en approchent et voient quelqu'un sur le siège conducteur d'une Jeep blanche. En s'approchant du conducteur, ils comprennent qu'il est décédé. Ils donnent l'alerte sur la radio et demandent le déploiement d'autres patrouilles et du sergent de service. Je demande, vous avez un meurtre ou quoi? Et on me répond, on dirait bien que c'est un meurtre, oui. Quand j'arrive sur les lieux, l'adjoint Hoover me retrouve et me fait un topo sur les éléments qu'on a jusqu'ici. Il m'informe que la femme qui a téléphoné est dans le véhicule de l'agent Bivins. Elle est dans tous ses états. C'est à ce moment-là que je vais la voir pour lui parler. Elle est vraiment bouleversée. Je remarque qu'elle est couverte de boue et qu'elle a du sang sur elle. Et elle fait une crise d'hyperventilation. Bon, je dois recueillir quelques informations. Juste quelques minutes. Laissez-les faire leur boulot, mais écoutez-moi. Attendez, on respire par le nez, on expire par la bouche. Respirez lentement. Concentrez-vous sur votre respiration. Je vais vous donner de l'oxygène. Essayez de vous calmer. Ok. Comment vous vous appelez? Tracy. Tracy? Tracy. Tracy comment? Pointer. C'était votre mari? Comment il s'appelle? Robert Pointer. Robert Pointer? Oui, il est pompier. Où ça? À University Park. Et vous avez quel âge? 29 ans. Et Robert? 47. D'accord. On a 18 ans d'écart. On voit bien que Tracy est chamboulée. Son mari vient d'être abattu. Sa réaction et sa façon de parler montrent bien l'impact que ça a sur elle. On ne peut pas s'empêcher de compatir. Bon. Racontez-nous ce qui s'est passé. J'étais en voiture. Je venais de Kinlan. Quelle voiture? Ma Jeep. D'accord. Et j'allais retrouver mon mari au restaurant. Avec son mari, il devait se retrouver au restaurant pour manger des tacos. Elle roule sur cette route qu'elle ne connaît pas et elle embourbe sa Jeep.
Elle appelle son mari et lui envoie des messages pour lui dire qu'elle est embourbée et qu'elle ne sait pas où elle est. Elle lui transmet sa localisation par message et lui demande de la rejoindre sur cette route pour l'aider à dégager sa voiture. Selon elle, il gare son 4x4 un peu plus loin pour éviter de se retrouver embourbé à son tour. Et quand j'étais en ligne avec lui, il a dit « Je peux pas avancer plus loin ». Alors on a marché. On a marché ensemble jusqu'à ma Jeep. Le 4x4 gris, c'est le sien. C'est le sien? Il est venu m'aider. Ils se rejoignent à mi-chemin et ils marchent jusqu'à la Jeep. Quand ils arrivent à la voiture, il lui dit de s'écarter et il s'installe sur le siège conducteur. Il a dit « Reste là ». J'étais debout juste à côté. Il a fait marche arrière et je suis allée chercher et j'ai entendu un tir. Elle entend un tir bruyant et elle voit une silhouette sombre devant la Jeep. Elle n'a pas vu d'arme et n'a pas vu s'il était blanc, noir ou hispanique. Elle s'enfuit en courant. Elle sort son téléphone et appelle les secours. Selon ses dires, quand la police décroche, elle trébuche, tombe dans une flaque d'eau et fait tomber son téléphone. Elle se relève et continue à courir vers la route où elle parvient à alerter un automobiliste et à contacter les secours. Je reçois un appel du comté de Rockwell. On m'informe qu'un potentiel homicide a été commis et qu'on m'envoie sur les lieux. J'avais été formé aux enquêtes criminelles, mais c'était ma première véritable affaire d'homicide. Quand j'arrive, je commence d'abord par quadriller la scène de crime. Près du 4x4 de Robert, je vois une trace dans la boue qui suggérerait une chute, ce qui corroborerait les dires de Chasey. En observant cette flaque de boue, on repère une lueur, un objet qui nous renvoie la lumière, et on se rend compte qu'il s'agit d'un téléphone portable. Par chance, le téléphone était waterproof et on a pu le récupérer intact. Je m'approche de la Jeep et j'inspecte le défunt et le reste de l'habitacle. Ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a de la matière cérébrale et du sang partout. Il a un point d'impact circulaire à l'arrière du crâne, du côté droit. L'arme du crime était manifestement un fusil de chasse. On fouille le véhicule. Le sac à main de Chasey est toujours au pied du siège, le téléphone portable de Robert dans le porte-gobelet. Rien ne semble avoir été retiré du véhicule. Donc, on ne part pas sur la piste d'un cambriolage ou d'un vol. On commence à réfléchir à ce qui a pu se passer. C'est une zone densément boisée. On est au milieu de nulle part. Un inconnu aurait surgi de la forêt de plusieurs centaines d'hectares et descendu un homme à bout portant avec un fusil de chasse. Ça semble peu probable. On craint tous les méchants dans les bois, mais ça n'arrive pas dans la vraie vie. Et surtout pas à Royce City. S'il ne s'agit pas d'un meurtre gratuit, alors quoi? Pourquoi Chasey irait-elle inventer une telle histoire? Et qu'est-ce que ça dit à la police sur la situation de son mariage? Robert Pointer avait 47 ans. Il était capitaine des pompiers à la caserne de University Park à Dallas. J'ai rencontré Bob Pointer en 1998, quand j'ai commencé ma carrière de pompier à la caserne de la ville de University Park, au Texas. C'était un gars costaud, pas bavard, intimidant. Il souriait pas beaucoup. J'ai tout de suite pensé, il a bien une allure de pompier. Il était intimidant, mais une fois qu'on le connaissait, c'était tout l'inverse. Tout le monde le décrit comme un gros nounours, le genre toujours prêt à donner un coup de main. On parle d'un homme avec le cœur sur la main. Bob a épousé son amour de lycée, Amy, et ils sont restés ensemble environ 20 ans. Ils avaient 2 enfants, déjà grands. C'était un de ses premiers amours qui se transforme en mariage et en famille.
Mais comme dans beaucoup de mariages qui durent, les gens changent, les choses changent, les attitudes changent. Leur mariage était dans cette passe. C'est à ce moment-là que Chasey est entré dans sa vie. En 2007, Bob Pointer fait la rencontre de Chasey Morman. À l'époque, elle n'avait que 20 ans et était aide-soignante. Alors que Robert est au travail, une jeune blonde très séduisante se présente à la caserne. C'était Chasey Pointer. Elle apporte des cookies, elle apporte des donuts et elle aime faire du gringue aux pompiers. Elle semble être intéressée par Bob, pour qui elle a une attention particulière. Ils entament une relation et deviennent amants. Un mariage peut parfois s'essouffler au fil du temps, et il semble que ce soit arrivé à Robert Pointer et sa femme. Et là, il rencontre une jolie jeune femme de 18 ans, sa cadette, qui lui témoigne beaucoup d'attention, et il s'éprend d'elle. Elle avait l'air sympathique, le genre à qui on peut se confier. Elle savait exactement quoi dire et quoi faire pour arriver à ses fins. Chasey doit se dire, tiens, c'est un homme plus âgé, qui est déjà bien établi dans la vie. Elle voit plus grand à ce moment de sa vie, et Robert est l'homme parfait pour obtenir ce qu'elle désire. Il était très attentif à elle. Je crois que Chasey n'a pas eu beaucoup d'attention masculine plus jeune. Robert est si amoureux de Chasey qu'il décide de quitter sa femme. Il divorce et entame une relation très sérieuse avec Chasey. Bob et Amy divorcent. Et Bob épouse Chasey en décembre 2009. À l'époque, Chasey attend leur enfant. Elle est enceinte de 7 mois. J'étais très surpris d'apprendre qu'ils allaient se marier, car son dernier mariage s'était terminé il y a peu de temps. Et vous savez, je lui en ai même parlé. Je lui ai demandé, mon pote, t'es sûr de toi? Et il était plutôt sûr de lui à l'époque. Quand Chasey tombe enceinte, comme beaucoup de femmes, elle prend du poids après la naissance du bébé et elle n'arrive pas à le perdre. Elle ne retrouve pas son poids d'avant et ça lui cause des problèmes de confiance en elle. Elle se met au sport de façon assez intensive et commence un régime. Et elle finit par perdre 50 kilos. C'est un grand changement. Et elle commence à s'épanouir en tant que jolie jeune maman. Ça arrive à beaucoup de femmes. On prend du poids avec une grossesse et on perd confiance en soi. Quand Chasey parvient à se débarrasser de ses kilos, ça lui donne confiance en elle. Pendant sa perte de poids, elle postait des photos d'elle sur les réseaux où elle se montrait de plus en plus mince. Elle postait beaucoup de photos, mais pas une photo d'elle et de Bob. Jamais. Je me suis dit, on ne devinerait jamais qu'elle est mariée avec Bob en voyant son profil sur les réseaux. Plus elle perd de poids et plus elle se sent belle, dehors comme dedans. Elle prend confiance en elle et elle est prête à sortir des sentiers de son mariage. Elle commence à faire des rencontres un peu partout. Elle rencontre des hommes quand elle fait ses courses, quand elle fait son jogging dans le quartier. Et elle commence à flirter, à envoyer des messages et à entamer des relations. Elle passe tellement de temps à envoyer des messages sur son téléphone que son mari commence à se demander à qui elle peut bien envoyer tant de messages. Il commence à soupçonner qu'elle puisse le tromper. Au bout de 7 ans de mariage, Bob avait de gros soupçons quant à la fidélité de Chasey, ou plutôt son infidélité. L'une des filles de Bob, qui vivait avec eux à l'époque, est tombée sur l'ordinateur portable de Chasey, ouvert sur une conversation qu'elle entretenait avec l'un de ses amants. Et elle a mis Bob au courant. Bob était fâché. Il était contrarié. Il était même blessé parce que
Oui, il tenait à elle. Leur mariage bat de l'aile. Et pour tenter de raviver la flamme chez sa femme, Bob propose des vacances au Mexique. Il veut sauver son mariage et il se dit que c'est la solution parfaite. Bob a déjà traversé un divorce et il ne veut surtout pas repasser par là. Mais cette fois, les rôles sont inversés. Ce n'est pas lui qui s'éloigne, c'est Chasey. La question est de savoir si elle a envie de sauver son mariage. Et si c'est encore possible. Malheureusement, le changement de décor ne fait pas de miracle pour leur mariage. Chasey se montre très secrète. Elle passe son temps sur son téléphone à envoyer des messages. Le jour de leur retour, il m'appelle et je lui demande comment ça s'est passé. Il me répond « Je vais appeler mon avocat. C'est bon, j'en ai marre. » Je lui dis « Ok, mon pote, je te soutiens. » Et ce soir-là, il a été assassiné. Attendez, je vais allumer la lumière, d'accord? Cette nuit-là, l'ambulance a dû partir pour répondre à une autre urgence. Alors je fais monter Chasey dans la voiture de patrouille de Bivins. Et je continue à l'interroger là-bas. Et elle commence à me raconter les problèmes de couple qu'elle rencontrait avec son mari, Robert. On a des problèmes. J'allais le rejoindre au restaurant pour qu'on puisse en parler. Elle hyperventile toujours. Elle bégaye et ses phrases sont saccadées. Mais dès que je m'éloigne, elle semble se calmer. Et quand je m'approche à nouveau pour lui parler, la crise reprend. Et elle agit de cette façon tout au long de nos échanges. C'est pas normal. Puis elle m'explique qu'elle vit actuellement chez un ami à Quinlan. Chez un ami? Oui. Quel ami? Michael Garza. Michael Garza. Michael Garza? Oui. D'accord. Vous le connaissez bien? Je le connais, je sais pas, depuis 4 ou 5 mois. D'accord. Sa profession? Chauffeur routier. Et comment vous l'avez connu? Sur les réseaux. On est amis sur les réseaux. Au fil de la conversation, elle commence à m'en apprendre davantage. Je lui demande, vous êtes en couple avec Michael Garza? Elle hésite quelques instants et elle finit par admettre qu'elle est bien en couple avec lui. Vous vous fréquentez depuis quand? Environ 1 mois. Vous étiez en rendez-vous avec lui? Non, on s'est vus comme ça. Enfin, on a couché ensemble, c'est évident. D'accord. Non, c'est pas évident. Si je vous demande, répondez-moi, d'accord? Oui. Vous avez couché ensemble? Oui. Elle a avoué qu'elle avait eu un rapport sexuel avec lui ce soir-là, avant de partir rejoindre son mari. Elle va rejoindre son mari pour parler de leurs problèmes de couple. Mais elle vient de coucher avec un autre homme. C'est évident qu'elle cache quelque chose. Et la police doit découvrir de quoi il s'agit. C'est bon? Oui. OK? Je m'éloigne et j'informe l'inspecteur Burke et les autres policiers présents de ce qu'elle vient de me dire. Ils trouvent le profil de ce Michael Garza sur les réseaux et tombent sur une photo de lui en train de tenir un fusil de chasse. Il a reculé ma Jeep d'environ 3 ou 4 mètres pour s'assurer que je puisse repartir. Et il allait l'emmener jusqu'à l'intersection. Et là, il y avait quelqu'un debout. Il y a eu un gros coup de feu bruyant. Il y avait un homme âgé. Il y avait quelqu'un de grand. C'est tout ce que je sais. Habillé comment? Des vêtements sombres. Vous l'avez vu tenir une arme à feu, un fusil? Non, j'ai entendu quelque chose. En fait, j'ai entendu, mais j'ai rien vu. Les enquêteurs ont du mal à croire à l'histoire de Chasey. Un homme tapi dans les bois sans raison apparente, qui vient abattre son mari, c'est difficile à croire. Ils décident alors de la faire venir pour continuer à l'interroger. Installez-vous sur la chaise grise. On me demande d'emmener Chasey au poste pour continuer à l'interroger dans un environnement plus calme, loin du chaos de la scène de crime.
Je lui demande de me parler un peu d'elle et de me raconter ce qui s'était passé. Au début, elle commence à me parler de sa relation avec son mari qui bat de l'aile en ce moment. Nos problèmes ont commencé il y a environ 2 ou 3 ans, quand on vivait à Terrell. Et vous vous disputiez à quel sujet? Il était devenu très violent envers moi. Il me frappait. C'est pas non plus tous les jours, mais des fois. Par exemple, quand il est fâché après son ex-femme, et c'est moi qui prends. Elle prétend être maltraitée par son mari. Elle dit qu'il est violent physiquement. À ce moment-là, elle se présente comme une victime à l'enquêteur Burke. Cette description de Robert Pointer s'éloigne beaucoup de celle qu'en font ses amis. Mais ce n'est pas rare que les violences restent cachées au sein du foyer. La police doit maintenant déterminer s'il y a eu maltraitance. Et si oui, s'il y a un lien avec son meurtre. Tracy me répète sans cesse qu'elle ignore qui a tué son mari. Une silhouette inconnue serait sortie de nulle part et lui aurait tiré dessus. J'y crois pas. C'est pas logique. Vu la façon dont votre mari a été tué, quelqu'un était juste à côté de lui. J'étais pas à côté de lui, j'étais pas... Pas juste à côté, vous étiez à moins de 2 mètres. J'étais pas juste à côté. Vous avez admis vous-même être à moins de 2 mètres de cet homme quand il a été assassiné et vous dites n'avoir rien vu. Non, j'ai... Vous n'avez vu personne? Non. J'y crois pas, vous dites n'importe quoi. Dès que l'interrogatoire se corsait un peu, elle répétait « Je n'ai pas tué mon mari. Je n'ai pas tué mon mari. » Votre explication ne colle pas. Je n'ai pas tiré sur mon mari. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que vous n'admettez pas l'étendue de votre implication. Je suis pas... Mais votre histoire ne tient pas au vu des preuves qu'on a. Mais je me sens accusée alors que j'ai rien fait. Je ne dis pas le contraire, mais votre histoire ne colle pas. Il nous faut plus d'informations et vous ne nous aidez pas. Je sais pas quoi. Sa version, c'était qu'une personne inconnue serait sortie de l'ombre pour assassiner son mari de sang-froid. Et ensuite, la personne aurait laissé un témoin s'enfuir. C'est pas logique. Il aurait essayé, selon elle, la personne aurait essayé de la kidnapper et elle se serait enfuie. Mais tout ça est faux. Écoutez, un assassin de sang-froid ne laisse pas un témoin s'enfuir, d'accord? C'est pas possible. C'est faux. Un tueur de sang-froid ne laisse pas s'échapper un témoin, d'accord? C'est pas possible, sauf s'il connaît cette personne. Je vous l'ai dit, je ne sais pas qui a tiré. Et moi, je pense que si, c'est ça le problème. Mais non! Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Vous pouvez me dire la vérité. Mais c'est la vérité. J'ignore qui a tiré. Je sais rien. L'enquêteur Burke lui répète en boucle qu'il ne la croit pas. Mon bon sens me dit qu'il y a anguille sous roche. J'entends bien, mais j'ai vu personne. J'ai vu personne. Personne, d'accord? Je peux vous le jurer. J'ai vu personne. Et ça commence à faire craquer Tracy, qui se met à parler de cet homme qu'elle fréquente, celui qu'elle a rencontré sur Internet, Michael Garza. On a discuté un soir. C'était avant que je parte au Mexique. Il m'a appelé, je pleurais, il m'a demandé si ça allait et je lui ai dit « J'en ai assez des disputes. » Il sait qu'il m'a déjà frappé, il a déjà vu les bleus sur mes bras. Ça, c'était il y a 1 ou 2 semaines. Quand Michael a appris que Robert avait levé la main sur moi, qu'il m'avait frappé, et il m'a dit que si j'avais besoin d'aide, il viendrait pour lui mettre une raclée. C'est ce qu'il me disait. Mikey? Oui, et je lui disais que c'était pas nécessaire, que je pouvais le gérer toute seule. Tracy informe la police que Garza est extrêmement jaloux et qu'il a déjà menacé d'être violent. Il n'apprécie pas le fait qu'elle ait encore une relation avec son mari. Je l'ai prévenu que j'allais dîner avec Robert. Et il m'a dit, si je trouve où vous allez, je me pointe. Et si je le vois t'embrasser, je lui coupe la bouche à ce que... Il a dit ça quand? Ce soir. Donc Michael Garza était jaloux et il en voulait à Robert Pointer. Est-ce qu'il aurait pu aller jusqu'à lui tirer dessus? Et si oui, il l'aurait fait pour protéger Tracy ou pour l'avoir à lui tout seul? Qui a tué votre mari?
Qui a abattu Robert? Mikey. Vous pouvez répéter plus fort? C'est Mikey. Et vous l'avez vu faire? Je l'ai pas vu. Alors pourquoi vous dites qu'il l'a fait? Il était là, sur le côté. Pas devant la Jeep. Debout, sur le côté de la Jeep. D'accord, bon. Donc, vous êtes du côté passager au niveau des roues arrière. Et Mikey? Du côté passager. Juste à côté d'un arbre. Je sais pas. Il y avait des arbres. Il y a pas mal d'arbres là-bas. Tracy dit à la police qu'elle n'a pas cru que Michael allait vraiment tirer sur Bob. Elle pensait que l'idée était juste de lui faire peur, de l'intimider. Ce qui devait se passer, c'est que quand Robert arriverait, son nouveau petit ami, Michael Garza, irait le menacer de le frapper s'il n'arrêtait pas de violenter Tracy. Je voulais pas qu'il meure. Je voulais juste qu'il voit ce que ça fait. De se faire agresser tout le temps. Je voulais pas qu'il meure. Je voulais pas. J'ai crié « Arrête !» J'y crois pas. Il l'a battu. Je lui ai dit d'arrêter. Vous avez dit à Mikey d'arrêter? Oui. Elle est bouleversée. Elle s'éloigne en courant de la scène de crime et elle appelle les secours. Michael Garza la poursuit et fait tomber le téléphone, mettant fin à l'appel. Et selon elle, il s'enfuit à travers les bois. Vous aviez prévu quoi pour après? On n'avait rien prévu. Maintenant que Tracy a avoué l'implication de Michael Garza dans le meurtre de son mari, la police doit le retrouver. Il est chauffeur routier, donc ils craignent tout de suite qu'il mette les voiles. Il pourrait quitter l'État ou même le pays. Quand on est recherché pour meurtre, on est prêt à tout. Vous aviez prévu de tuer Robert? Non. Est-ce que vous aviez prévu avec Michael Garza de tuer Robert ce soir? Non. Vous comprenez bien que vous m'avez donné plusieurs versions Oui. avant d'en arriver là. Oui. Donc vous m'avez menti à plusieurs reprises. Je n'ai pas... Ce que je veux dire, c'est comment voulez-vous que je vous croie alors que vous me mentez depuis, ça fait quoi, 2 heures qu'on est là? Je sais pas. Vous me comprenez? Ça me fait douter. Là, je me demande si vous étiez impliqué, si c'est vous qui avez organisé ça. Non. Peut-être que vous en parliez pour rire et qu'il a fini par le faire pour de vrai et vous avez paniqué. Non. Je voulais pas que mon mari meure. Comme je l'ai dit, c'est un bon père et un bon mari. En général, c'est un bon mari. Il a un mauvais caractère. C'est un gros gaillard. Un gros gaillard au mauvais caractère. D'accord. Quand on va interroger Mikey, il va nous donner quelle version de votre implication? Je sais pas. Vous pensez qu'il nous dira que c'était votre idée? Vous pensez qu'il nous dira que tout était prévu et organisé? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Après son interrogatoire et après avoir parlé de son implication, Tracy Pointer est arrêté pour complot d'assassinat. Les policiers craignent que Michael Garza leur échappe. Il est chauffeur routier et s'il est au courant que Tracy s'est retourné contre lui, alors il est désespéré. Et qui sait de quoi un homme désespéré est capable? On commence à préparer des mandats. Un mandat de recherche, un mandat d'arrestation, ce genre de choses. Quand on se rend chez lui, il n'est pas là. On fouille la résidence. On apprend qu'il a de la famille en ville.
Les policiers se rendent chez sa famille pour tenter de le localiser. Évidemment, ils affirment ne pas l'avoir vu et ne pas lui avoir parlé récemment. Il y a toujours urgence quand on cherche un suspect. Il pourrait commettre un autre meurtre ou compromettre les preuves. Et on ne connaît pas sa version de l'histoire. Chasey a pu nous mener en bateau. Je suis chez moi et je reçois un appel d'un chef de bataillon. Il me dit qu'il n'a que quelques minutes à me consacrer et m'informe que Bob est mort. On ne m'en dit pas beaucoup plus. Alors, je reste assis là, sur le bord du lit. Je ne réalise pas vraiment. J'ai tout de suite pensé qu'elle l'avait tué. En sachant qu'il m'avait dit la veille au téléphone qu'il allait demander le divorce, et avec tout ce qui s'était passé jusque-là, j'avais pas le moindre doute. J'ai souvent dit à Bob, mon pote, cette fille, elle est folle. Elle est folle. Deux jours après le meurtre, à la surprise générale, Michael Garza se rend. Vous n'êtes pas là pour rien. L'enquête est toujours en cours, d'accord? C'est votre opportunité de nous donner votre version des faits, de nous raconter ce qui s'est passé, et on avisera. Non, je veux parler à un avocat. Bien. C'est votre droit. Je ne vais pas vous forcer la main. Quand il refuse de me parler, je suis très déçu, c'est sûr. S'il n'est pas coupable, on veut trouver un moyen de l'innocenter. Mais il en décide autrement. On a pu tracer ses déplacements grâce à son numéro de téléphone. Ça correspond au lieu du crime, à Roy's City, derrière le lycée, sur cette route de comté. Le 7 octobre 2016, environ un mois après les faits, on a un rebondissement dans l'affaire. À 500 mètres de la scène de crime, un agriculteur trouve un fusil de chasse dans son champ. Il appelle la police qui se rend sur les lieux. Il lance une recherche grâce au numéro de série du fusil de chasse. Et elle révèle qu'il a été acheté par un certain Matthew Garza, le frère de Michael Garza. Ce qui nous interpelle, c'est que si on trace une ligne verticale entre le lieu où Robert Pointer est retrouvé mort et la maison de la mère de Michael Garza, on traverse le champ de l'agriculteur. On a aussi sa photo sur les réseaux où on le voit tenir un fusil de chasse identique. Les preuves suggèrent que la personne qu'on peut relier au fusil de chasse serait le tireur, serait Michael Garza. On dirait bien que Michael Garza est en effet notre tireur. Mais la grande question que la police ne parvient pas à élucider, c'est celle du rôle de Chasey dans cette affaire. Quand la police inspecte le téléphone de Chasey, ils trouvent une myriade de preuves. Elle a envoyé des centaines de messages à Michael Garza. Leur conversation montre bien l'état d'esprit de Michael. D'après les messages qui ont été retrouvés sur le téléphone de Chasey, ça ne fait aucun doute. Michael était fou amoureux d'elle. Le 9 août 2016, il envoie « Je te protégerai et je ne te ferai jamais de mal. Tu mérites d'être traitée comme une reine. » Et un peu plus tard, « La question est de savoir ce que je ne serais pas capable de faire pour toi. » Et la réponse est « rien. » Il dit même « Ça m'irait bien, la combinaison orange », ce qui suggère qu'il serait prêt à aller en prison pour Chasey. C'est son attirance pour Chasey qui le guide. Il ne réfléchit pas avec sa tête. En juillet 2018, l'État du Texas décide de passer d'abord au jugement de Michael Garza. Durant le procès, il affirme que c'est Chasey qui est responsable. Il avoue seulement avoir donné le fusil à Chasey et l'avoir laissé décider de ce qu'elle voulait faire. Donc, selon sa version, il laisse Chasey retrouver seul son mari sur cette petite route sombre.
Michael Garza prétend qu'après être sorti de la Jeep, il se serait rendu chez sa mère pour la voir. Il parle d'une vache malade, nommée Oreo. Il prétend qu'il était aux côtés d'Oreo au moment où Bob Pointer a été abattu. Donc son alibi pour le meurtre de Bob Pointer, c'est qu'il s'occupait d'une vache malade dans les champs. J'en suis presque tombé de ma chaise. En tant que procureur, je ne voulais pas perdre mon sérieux. Mais c'était un des moments les plus risibles que j'ai vécu dans toute ma carrière. Le 20 juillet 2018, Michael Garza est reconnu coupable de meurtre et condamné à 99 ans de prison. Il a dû se dire, qu'est-ce que je suis bête? Comment j'ai pu me faire avoir comme ça? Comment elle a pu me mettre là-dedans? Quand je l'ai vu à la barre, j'ai compris qu'il était qu'une marionnette et qu'il l'ignorait. Les autorités pensent que Chasey a au minimum aidé à préméditer le meurtre. Mais ont-ils les preuves suffisantes pour convaincre un jury? Les procureurs sont convaincus que l'histoire ne s'arrête pas là. En parcourant les milliers de messages sur le téléphone de Chasey, ils apprennent que Michael Garza n'était pas le seul homme qu'elle tentait de séduire et de convaincre de tuer son mari. Au vu de l'enquête et de l'interrogatoire de Chasey, on savait pour sûr qu'elle était impliquée. En juin 2019, débute le procès de Chasey Pointer. Sa stratégie au procès est de s'en tenir à la version qu'elle a donnée à l'enquêteur Burke 2 ans auparavant dans la salle d'interrogatoire de Roy's City. Elle n'était pas au courant, elle n'a jamais voulu faire de mal à son mari ou le voir mort, et c'est Michael Garza qui a décidé de passer à l'acte tout seul. J'ai crié « Arrête !» Je crois pas, il l'a abattu. Prétendre qu'elle voulait seulement que Garza fasse peur à Bob. Sérieusement, Bob mesurait 1,95 m pour 115, peut-être 130 kilos. Il était pompier. Il ne prenait pas peur facilement. Il est évident que Chasey savait que Michael allait tuer Bob. Elle le lui avait demandé. Et la police a découvert qu'il n'était pas le seul qu'elle avait tenté de préparer à l'acte. Chasey Pointer prétend que le meurtre de son mari a été prémédité par Michael Garza. Mais on sait, grâce à ses messages, qu'elle entretenait de nombreuses liaisons avec des hommes de la région de Dallas. On voit bien dans les messages qu'elle envoie à différents hommes qu'elle tâte le terrain. Elle leur dit qu'elle voudrait que Robert disparaisse, qu'il meure dans un incendie pour qu'elle obtienne une compensation financière et puisse vivre sa vie. Et quand elle va plus loin en demandant de l'aide, la plupart des hommes répondent « Je ne peux rien y faire ». Aucun, sauf un, n'est tombé dans le panneau. Et c'est tout à leur honneur. Ils n'étaient pas prêts à aller jusque-là. Excepté Michael Garza. Chasey prétend avoir vécu des violences conjugales. Mais au cours de l'enquête, on n'a trouvé aucune preuve. Pas d'appel à la police pour violence conjugale, pas de rapport de police, pas de rapports médicaux, rien pour corroborer la thèse selon laquelle Robert Pointer aurait été violent. Parce que c'est tout sauf vrai. Tous ces mensonges comme quoi il l'aurait frappé. Il suffit de regarder les photos qu'elle postait sur les réseaux. Elle porte des t-shirts et des shorts très courts. Et on ne voit pas l'ombre d'une marque ou d'un bleu sur sa peau. Ils ont même contacté son ex-femme, Amy, et elle n'a pas évoqué de violence. On dirait bien que Chasey a tout inventé de A à Z. Bob Pointer n'a jamais violenté Chasey. Elle a inventé toute cette histoire et a sali son nom. Tout ça pour solliciter la compassion de l'un de ses amants, dans l'espoir qu'il tue Bob. Tout ça n'était que sournoise manipulation.
On se demande tous pourquoi. Tout semble indiquer que c'est une histoire d'argent. Bob avait déjà vécu un divorce. Alors, lorsqu'il s'est marié avec Chasey, il lui a fait signer un contrat de mariage et beaucoup de ses biens étaient alors protégés. Mais son assurance vie ne l'était pas. Chasey était l'unique bénéficiaire d'une assurance vie s'élevant à presque 700 000 $. Il savait qu'elle aurait rien, puisqu'ils avaient signé un contrat de mariage, alors... C'était une façon pour lui d'arrondir les angles. Elle toucherait l'assurance vie au cas où il lui arriverait quelque chose à son travail. Il semblerait que pour elle, il n'était pas question de divorcer sans compensation financière. Et c'est comme ça que lui est venue l'idée du meurtre. Malheureusement pour Michael Garza, elle s'est servie de lui comme d'un pion. Il n'avait rien à gagner à tuer Bob Pointer. Mais Chasey a su le manipuler et le convaincre de le faire pour défendre son honneur. Elle a trouvé un homme assez naïf pour croire à ses mensonges et assez stupide pour passer à l'acte. Chasey a menti à Garza en inventant des prétendues violences conjugales pour le convaincre de tuer pour elle. Au final, elle a gâché 2 vies. Celle de son mari, Robert Pointer, et celle de Michael Garza. Tout ça pour toucher l'assurance vie de Bob. Le jury délibère pendant plusieurs heures et reconnaît Chasey Pointer coupable de meurtre. Il y a eu 11 votes contre 1 pour le meurtre qualifié. Une personne a voté non coupable. Le jury l'a condamné à la perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle dans 30 ans. Malgré ses dires, toutes les preuves suggèrent que Robert Pointer était vraiment ce gros nounours que tout le monde décrit, et que Chasey Pointer était vraiment cette manipulatrice diabolique. J'étais un peu mitigé. À l'intérieur, j'étais fou de joie. J'étais heureux de l'avoir enfermé, mais en même temps, c'était un peu... Je sais pas, c'était un peu comme un point final. J'ai réalisé que Bob ne reviendrait pas. Bob était un homme bien. Il était l'incarnation d'un pompier. Et il aurait donné sa vie pour les autres, sans hésiter. C'était mon ami. Et il me manque, mon pote. Il me manque chaque jour.